Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour Curé enragé numéro 5 et il est consacré au féminisme. D'abord, précisons le terme. On lit dans le dictionnaire, le Petit Robert, que le féminisme est une doctrine qui préconise l'extension des droits du rôle de la femme dans la société. Vu ainsi, le féminisme apparaît comme quelque chose de neutre. Y aurait-il donc un faux féminisme qui supposerait d'ailleurs qu'il y ait un vrai féminisme? Oui, il y a un vrai féminisme. Il y a un féminisme qui consiste dans la volonté de respecter et de faire respecter la dignité de la femme. Par exemple, contre la prostitution. Par exemple, contre le concept de femme-objet que l'on trouve dans la pornographie. Autrement dit, une promotion de la féminité dans sa singularité, dans ce qu'elle a de singulier, le génie féminin. Prenons un exemple, l'intuition féminine. Je me souviens, quand j'étais enfant, je devais avoir 16 ans, 15 ans, 16 ans, un beau matin, ma mère se réveille, alors que nous étions en vacances, en me disant « Ah, j'ai pensé à tel monsieur toute la nuit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut lui téléphoner. » Je précise que ce monsieur était à plus de 1000 km de là où nous étions en vacances. Donc nous prenons le petit déjeuner, puis nous téléphonons dans la maison de ce monsieur et l'on apprend que ce monsieur était mort au petit matin. Cette connaissance intuitive qu'ont beaucoup plus les femmes que les hommes, et qui est une connaissance authentique, n'est certes pas celle de la rationalité masculine, de la connaissance, disons, grosso modo, scientifique. Non, mais elle n'en est pas moins une vraie connaissance. Car dans l'exemple que je donne, ma mère avait eu l'intuition de quelque chose de terrible pour cette personne. Et c'était vrai, puisque cette personne était morte. Il y a un génie féminin, il y a des qualités féminines, il y a une féminité complémentaire de la masculinité, aussi bien au plan social, au plan psychologique, au plan politique, au plan professionnel, au plan biologique, au plan sexuel, ou intellectuel, au plan spirituel. Une complémentarité qui finalement reprend cette belle phrase de saint Thomas et qui disait « Il faut toujours mieux distinguer pour mieux unir ». Voilà le vrai féminisme. Il s'inscrit dans cette distinction pour mieux unir, dans la distinction de l'homme et de la femme, dans le respect de l'homme et de la femme, dans cette différence, mais pour mieux s'enrichir mutuellement. Voilà le contexte d'un vrai féminisme. En opposition à ce vrai féminisme, y aurait-il donc un faux féminisme? Eh bien oui. Un faux féminisme d'abord basé sur l'orgueil, omniprésent dans nos mentalités contemporaines. L'orgueil pousserait à concevoir les rapports hommes et femmes comme des rapports de lutte, de domination, d'oppression, de guerre. Le faux féminisme qui tendrait à détrôner l'homme, qui voudrait se baser sur une conception dialectique hegelienne des rapports hommes et femmes, une compétition dans le pouvoir. Un faux féminisme basé sur le refus de la différence. On voudrait un égalitarisme. On voudrait confondre identité et égalité. On peut être égaux tout en n'étant pas identiques. La mentalité contemporaine fait cette erreur. Il faut que tout ce qui soit égal le soit parce que identique. Et il faut que tout ce qui soit identique soit égal. Et puis aussi un faux féminisme qui profite de la mort du père. La mort du père consacrée par la Révolution française. On a tué le père de la nation. Et finalement, en 68, on tue l'autorité paternelle. Les pères ne savent plus tellement quelle est leur place dans la famille. Ils ont perdu leur rôle spécifique devant l'absence du père.
Alors le faux féminisme va combler le vide, prendre la place du père. Et on en arrive non plus à des mères, mais finalement à des femmes qui sont à la fois père et mère. C'est tout le problème de la monoparentalité, comme on dit maintenant. Il les fit hommes et femmes, enseigne la Genèse à propos de la création de la nature humaine. Il les fit hommes et femmes. Hommes et femmes, il les créa. Ça n'est pas une opposition qu'il nous faut encourager. Et ainsi, on retrouvera des pères, on retrouvera des mères, parce que, là encore, le faux féminisme rejette d'une manière radicale la maternité. On n'en parle jamais dans les droits de la femme, dans la promotion de la femme. Avec ce faux féminisme, plus de place pour une partie absolument constitutive de la féminité qu'est la maternité. On vit dans un désir d'égalitarisme, on vit dans un désir de réduire tout au plus petit commun dénominateur. Et alors, on en voit des traductions, je dirais presque ridicules. On nous change le vocabulaire. On va nous dire que, par exemple, la phrase du « Je crois en Dieu » qui dit que pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, en parlant de Jésus. Alors, on va dire « Ah mais non, il faut dire pour nous les hommes et les femmes ». Quelle ignorance! Car en latin, dans le chant du credo, le dimanche, on voit bien qu'il s'agit de « propternos homines », les hommes, mais les hommes en tant que l'humanité entière. Homo étant le terme latin pour désigner la nature humaine, l'humanité. C'est le mot vir qui, lui, en latin, va désigner le mâle, va désigner l'homme en tant que différent de la femme moulière. Autrement dit, quand les féministes américains vont réclamer que l'on change les phrases du « Je crois en Dieu » pour dire plutôt que « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel », dire « Pour nous les hommes et les femmes, il descendit du ciel », c'est ignorer non seulement le latin, mais finalement la manifestation d'une inculture totale, je dirais, qui confine à l'imbécilité. Il y a aussi le changement de vocabulaire qu'on a décidé comme ça un jour, d'ailleurs sans aucunement consulter les Français, dans notre propre langue française. Il s'agirait maintenant de ne plus dire Madame le ministre de l'économie, Madame le ministre des forces armées, il faut dire Madame la ministre. Et l'on voit là l'orgueil qui pointe dans ce faux féminisme, car on nous fait changer le vocabulaire, Madame la ministre plutôt que Madame le ministre, Madame la députée plutôt que le député, toujours pour des fonctions qui sont de pouvoir, qui sont de domination, qui sont de décision, autrement dit, qui satisfont l'orgueil, mais pourtant le mot ministre vient de ministerium en latin qui veut dire serviteur. Il ferait bien d'ailleurs de se le rappeler, nos ministres. On confond finalement la fonction et la personne. On oublie que c'est le ministère, c'est le service qui compte, et non pas la personne qui occupe le fauteuil. Que la personne qui occupe le fauteuil du ministère des Finances, du ministère de la Guerre, du ministère de l'Intérieur, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. La véritable exigence, c'est le service que cette personne va accomplir. Si l'on voit d'abord la fonction, le ministère, le service, pas la service, le service, alors à ce moment-là, on va dire Madame le ministre. Et d'ailleurs, certains mots, alors on ne les change pas. Prenez le mot huissier, vous savez, l'huissier qui vient vous saisir. J'ai jamais entendu dire qu'il fallait dire Madame l'huissière. Ou alors par exemple, le troufion. Le pauvre troufion de 2e classe dans l'armée. Je n'ai jamais entendu non plus que l'on réclame, quand c'est une jeune fille qui est troufion, qu'on dise la troufière ou la troufienne. Non. Ah non, non, non. Le troufion, c'est toujours masculin, jamais féminin. Bref, nous voyons là, oui, des applications ô combien révélatrices de ce faux féminisme et qui confinent, je le disais, au ridicule. On retrouve ce même caractère ridicule dans le fait de s'évertuer
à vouloir que les gens soient interchangeables. Par exemple, des conducteurs de bus en Seine-Saint-Denis, au milieu de la racaille, eh bien, on demande à des femmes de le faire, de les remplacer. On arrive à ce que des femmes soient violées, violentées, etc. Tout cela parce qu'on nie qu'il y ait une différence. On nie qu'il y ait une complémentarité et que peut-être la fonction de conduire un bus en Seine-Saint-Denis, c'est peut-être plus réservé aux hommes qu'aux femmes. Il y a aussi des lobbies maintenant qui se constituent, des lobbies féministes en quelque sorte qui se constituent par exemple dans les banques. Je parlais avec quelqu'un qui faisait partie de l'équipe dirigeante d'une grande banque française et qui me disait que maintenant, pour qu'un homme puisse accéder à de hautes fonctions, eh bien, il faut qu'il s'oppose à des lobbies présents dans la banque, des lobbies de femmes qui se réserveraient à elles seules la promotion dans les différentes fonctions qui animent cette banque. Il y a aussi une manifestation tout aussi ridicule du féminisme concernant la parité, particulièrement la parité politique. On veut forcer absolument les femmes à faire de la politique. On ne veut pas reconnaître qu'une femme, quand elle a une qualité géniale d'analyse politique, eh bien, puisse elle-même gravir les échelons. Non, il faut quelque chose d'artificiel, comme si il n'était pas possible que peut-être la politique soit plus convoitée, plus estimée, plus aimée par les hommes que par les femmes. Non, non, il faut artificiellement créer des postes féminins en quelque sorte en politique. Mais pourquoi? On a bien vu dans l'histoire de France combien les femmes ont eu un rôle décisif. Les reines de France, mais bien d'autres aussi. On l'a vu également dans la littérature. Pourquoi ne pas laisser les choses se faire naturellement? Une femme douée en politique réussira, un homme doué en politique réussira également. Et s'il y a plus d'hommes que de femmes, c'est peut-être parce que dans la profondeur même de la nature masculine, il y a un attrait plus grand pour la politique que dans la profondeur même de la nature féminine. Pourquoi vouloir que les gens soient toujours interchangeables et qu'en particulier les hommes politiques soient interchangeables avec les femmes politiques? Il peut y avoir là encore des différences, des disparités. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'est pas pour cela que les femmes sont méprisables ou qu'il ne faut pas respecter leurs droits. Une femme qui est douée et qui veut faire de la politique, qu'elle en fasse. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut obliger dans les petites communes de France à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans les conseils municipaux. On voit les maires en général aller, avant la campagne électorale, chercher des femmes en leur disant « Ah ben oui, il faut la parité, alors mais tu sais, tu ne feras rien, mais c'est simplement sur le papier, il faut que tu y sois parce que c'est la loi. » Est-ce que ça doit être la loi ? Ou est-ce que ça doit être simplement le fait qu'on laisse la possibilité à une femme intéressée par la politique, douée en politique, de parvenir à de hautes fonctions? Ou alors est-ce qu'il faut forcer les femmes à faire de la politique? Alors, finalement, on peut trouver des effets négatifs à ce faux féminisme. C'est d'abord le fait que ce féminisme soit castrateur. Castrateur parce qu'il va déstabiliser complètement la masculinité. En voulant des gens interchangeables, en voulant finalement féminiser les hommes, comme dit fort justement Zemmour, on en arrive à ce que hommes et femmes ne sachent plus qui ils sont. On refuse aux hommes d'être des hommes, des héros, des producteurs. On veut seulement en faire des consommateurs grâce à ce faux féminisme. Des hommes seulement consommateurs, et là je vous ramène à Michéa qui fait le lien entre ces évolutions sociales et l'avantage économique que l'on en retire. Zemmour a raison de remarquer que dans les années 70, les femmes voulaient être des hommes comme les autres. Et puis dans les années 90, alors, c'est les hommes qui veulent être des femmes comme les autres, les hommes qui veulent être finalement à l'image des femmes. Mais tout cela aboutit à un échec, aboutit à un mur finalement, parce que ça n'est pas justement en supprimant la masculinité des hommes et la féminité des femmes que l'on pourra faire marcher la société. La preuve en est que cette
féminisation des hommes, c'est maintenant la première cause profonde des divorces. C'est la première cause profonde de la déstabilisation de la famille. Parce que soit il manque la masculinité dans l'éducation, soit il manque la féminité. Mais on arrive à des familles qui ne sont plus basées sur cette complémentarité enrichissante, mais sur la domination de la femme sur l'homme ou de l'homme sur la femme. Et c'est cela qui finalement provoque beaucoup de nos désordres sociaux. On ne veut plus respecter la femme en tant qu'elle est femme et respecter l'homme en tant qu'il est homme. On ne veut plus de cette différence qui assure la stabilité, l'équilibre de cette cellule fondamentale qu'est la famille.